c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison du premier tome de la saga des récits du demi-loup de Chloé Chevalier. Celui-ci s'appelle Véridienne. Nous avons deux éditions différentes. Ça faisait très longtemps qu'on en entendait parler en bien, en mode bonne, très bonne saga de fantasy. Je sais plus quels étaient les comparatifs, mais il y en a qui comparaient ça à Game of Thrones, je suis pas sûre. C'est peut-être un petit peu abusif comme comparaison, mais en termes de structure, de fond, de complot, etc., on y est totalement. Bah alors pourquoi tu trouves ça abusif comme comparaison si on y est totalement? Alors parce qu'il n'y a pas toute la violence, il n'y a pas les longueurs, il n'y a pas la plume très un peu trop recherchée. Bon, ça je pense que c'était un problème de traduction parce qu'il me semble qu'il y en a qui ont lu d'un autre traducteur et ça passait beaucoup mieux le niveau de langue française. Bon, alors pour moi c'est une saga, c'est une excellente saga de fantasy médiévale. Il y a a priori pas de dragon. Je dirais que c'est un peu ça en fait ce qui manque, enfin c'est pas un manque, mais pour moi la grosse différence entre Game of Thrones et les récits du demi-loup, c'est que jusqu'à présent, alors moi j'ai lu que le tome 1, on n'a pas de composants magiques. Ce qui est très bien aussi, et c'est vrai que ça pour le coup ça me change de ce que j'ai l'habitude de lire dans les world building. Là, il n'y en a pas. Par contre, effectivement, c'est extrêmement complet. On a... Alors, c'est complet. Tout ce qui est position géographique, inscription du royaume du demi-loup, du coup, dans un univers complexe avec des voisins, des baronnies qui se font des complots, la guerre, etc. C'est pas trop mal. Moi j'ai lu un tome de Game of Thrones, c'est vrai que ça m'avait paru long, mais en plus c'était le premier, donc vous savez c'est vraiment la mise en place de attention l'hiver vient quoi, donc voilà. C'est vrai que là on avance beaucoup plus vite dans l'intrigue, ce qui fait que ça paraît peut-être un peu moins dense. Et il y a moins de personnages quand même, enfin, certes on a plusieurs familles, mais c'est deux familles on va dire. Voilà, on tourne régulièrement, on revient régulièrement sur les mêmes personnages, alors que Game of Thrones c'est vraiment, on a des grosses parties sur tel clan, tel groupe, puis après on les occulte complètement, on va voir ailleurs dans une autre temporalité, enfin c'est un peu plus le brouillon, enfin c'est un peu plus compliqué de s'en souvenir quoi. Que là c'est vraiment assez linéaire, pas totalement. Après, ce qu'il y a écrit derrière, c'est formidable saga de fantasy dynastique pleine de complots, de fureur et de grandes figures féminines. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Ce n'est quasiment que des... Alors, il y a quelques personnages masculins, mais c'est pas eux qui ont la parole, ou très peu. Dans le tome 1. Et effectivement, il y a plein de particularités dans ce récit qu'on va développer avec vous aujourd'hui. Peut-être que la comparaison sera un peu longue parce que franchement, on a passé toutes les deux un très très bon moment. Est-ce qu'on ferait pas un petit pitch d'abord? Parce que... On peut. Moi j'aime beaucoup celui qui a écrit derrière. Hein. Au bord de l'implosion, le royaume du demi-loup oscille dangereusement entre l'épidémie foudroyante qui le ravage, la preste mort, les prémices d'une guerre civile et l'apparente indifférence d'un roi. Voilà. Hein. En gros l'idée c'est que le royaume du demi-loup était initialement un seul et même royaume avec deux grandes régions. Alors j'ai toujours un peu de mal à situer laquelle est au sud-est et laquelle est au nord-ouest, séparées par une chaîne de montagnes. L'avant-dernier roi a décidé de le séparer en deux et que ces deux provinces reviennent à une à chacun de ses fils et qui ensuite sont censés le léguer chacun à leur descendance, donc comme ça pas trop de guéguerre interne. La particularité dans les chaînes de succession avec ce roman, et c'est ça qui en fait une spécificité incroyable, c'est qu'on a la notion de suivant, donc chaque souverain, chaque héritier du trône a un suivant qui est choisi parmi le peuple et qui est censé représenter la voix du peuple auprès du souverain, et il va être éduqué avec lui tout au long de sa vie et il n'est pas remplacé si jamais il décède. Voilà, donc ça devient un peu comme l'ombre du roi si on veut d'une certaine façon, sauf que si à un moment donné la ligne royale est coupée pour x ou y raison, abdication ou décès, et ben on va chercher en fait le suivant qui prend la régence, soit il prend la régence le temps que les héritiers soient en âge de régner, soit il démarre carrément une nouvelle branche de succession. Voilà, donc ce qui complexifie un petit peu les lignes de succession, mais honnêtement dans le récit c'est pas trop compliqué. On va suivre les héritiers des deux frères qui ont du coup hérité des deux royaumes. On a les deux
fille héritière, le prince d'une des deux parties du royaume qui lui est parti en guerre et qui va revenir, et ça va créer un peu de mouvement en termes de ligne de succession toujours. Et puis voilà, en fait on va suivre leur vie, leur éducation à ces jeunes filles qui vont se retrouver par la force des choses ensemble et élevées ensemble entre cousines. Donc on va les suivre quand même de leur naissance à, je sais pas, elles ont quoi, 17-18 ans à la fin du premier tome. Ouais, quelque chose comme ça. Donc ça couvre une large période, quoi. Ouais, et ce qui est très intéressant du coup avec cette saga de fantasy, et qui la différencie des autres et rend sa lecture intéressante, parce que du coup c'est pas une redite, une énième saga de fantasy, c'est ce concept de suivant qui implique du coup un petit changement dans les luttes de pouvoir. Et en parlant de lutte de pouvoir, ce qui moi m'a rendu la lecture plus facile, c'est qu'on n'est pas face à plein de personnages qui vont se battre pour du pouvoir, pour accéder au trône ou quoi que ce soit. Là on est plus vraiment dans une observation un peu sociologique, politique des royaumes, de leurs frontières, du coup avec un autre état de l'Est qui est considéré comme l'ennemi ultime du coup de Véridienne et des Éponasses. Ça c'est le nom du coup des deux provinces du Demi-Loup. Les personnages, il n'y en a pas énormément. En termes de narration, on a vraiment 4 personnages qui vont se lancer un peu la balle et qu'on va suivre les uns par rapport aux autres. À cela, on intègre aussi des lettres et des extraits de différents échanges, donc ça rajoute quelques autres points de vue, mais bon, c'est relativement bref. Et effectivement, c'est majoritairement des femmes, puisque on va suivre les voix des 3 suivantes. C'est un cas un petit peu particulier, mais il y a 3 suivantes pour seulement 2 princesses. Donc on a Nercès et Catel qui sont les suivantes de Malvan, donc du côté de Véridienne, et on a Luftilde qui est la suivante de Calvina du côté des Éponasses. Et la 4e voix c'est Aldemort, donc le fils et l'héritier normalement du côté de Malvan. Et en fait, moi j'ai eu un petit peu de mal, non pas parce qu'elles sont nombreuses, mais parce que je trouve que en termes de différenciation physique, on en parle très brièvement de temps en temps, mais c'est pas tellement marqué, et du coup ça, plus les noms qui ont un peu les mêmes consonances, on va pas se mentir, Catel, Calvina en particulier. Nercès, je l'ai assez bien identifié, Luftilde aussi, mais c'est vrai que Malvan, Calvina, j'ai eu un peu de mal franchement à les situer. Il m'a fallu un long moment dans le récit pour me dire ok, c'est bon, je vois qui parle et où est-ce qu'on en est. Oui, d'autant qu'on a commencé à le lire en e-book. Moi, je n'avais pas encore mon format papier. Et pour alterner entre les différentes voix, donc les différents écrits des différentes suivantes, puisque c'est un espèce de recueil de leurs écrits, de leur histoire, on n'avait pas les initiales des personnages qui parlaient, donc il fallait juste se fier à leurs caractéristiques psychologiques pour les reconnaître les unes des autres. Et c'était pas forcément très aisé au début. J'ai quand même réussi parce que ça m'a pas dérangé plus que ça. Il y en a certaines dont le caractère est vraiment très marqué par rapport aux autres, mais d'autres c'est un peu plus lisse, ça me paye un peu plus de temps avant de se différencier vraiment. Et c'est vrai que d'habitude on salue plutôt quand il n'y a pas beaucoup de descriptions physiques, mais là ça aurait été un petit peu nécessaire quand même. Il y a ça, et puis la confusion un peu qu'apporte le choix des prénoms. Alors c'est entièrement voulu, et chaque enfant porte dans son prénom une des syllabes du prénom de son père ou de sa mère. Donc en fait, par exemple, le roi Aldemort et le prince... Non, le roi Aldemar et le prince Aldemort, très vite ça devient un peu confus. Malvan, Malvamonde, alors les parents de Calvina sont un peu moins présents dans ce récit, mais quand ils apparaissent, c'est pareil, c'est encore imbriqué tout ça. Puis pour comprendre, parce que parfois on parle du grand-père, donc le père Aldemar et Caldamir. Enfin voilà, faut un peu s'accrocher au niveau des choix des prénoms, même si encore une fois ça a créé quelque chose, un lien entre les personnages qui est assez sympa et qui permet parfois de se repérer dans qui est la descendance de qui quand même si c'est pas forcément évident. D'ailleurs, on n'a pas d'arbre généalogique. Bon après il n'y a pas tant de généalogie que ça, en tout cas dans le tome 1. Et on n'a pas de carte du monde non plus, ce qui est un petit peu dommage. Après ça se comprend parce qu'on se retrouve dans un royaume dont le peuple est globalement ignorant, même les nobles sont globalement ignorants, très peu éduqués. Ils ont quand même quelques cartes de dessinée, je ne sais pas si c'est mentionné dans le tome 1, mais plus par la suite peut-être. Donc bon, on pourrait se dire qu'on est plongé dans le même état que le peuple
que le niveau de connaissance du peuple dont suit le récit. Mais c'est vrai que ça aurait pas fait de mal de quand même de faire un petit croquis et d'arriver à le justifier en mode c'est une archive qui a été retrouvée ou c'est un croquis qui a fait une des suivantes parce qu'elles reçoivent une éducation. Tant qu'on est sur les personnages, avant que je dérive sur autre chose, moi je n'ai pas été attachée aux personnages. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même adoré et j'ai quand même eu envie de suivre leur récit et de voir ce qui allait leur arriver. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y en a aucune qui est parfaite. Et elles ont toutes leurs petits défauts, ou même des gros défauts, ce qui fait que ouais, je m'attachais pas. Et puis comme on varie beaucoup de l'une à l'autre, et puis vraiment l'important c'est l'histoire plus qu'autre chose. Bah voilà, moi j'ai pas été particulièrement attachée. Et si jamais il arrive malheur à l'une ou à l'autre, je ressentirai pas grand chose. Mais c'est pas grave pour le coup. Moi j'ai été attachée à ces personnages qui m'ont tous beaucoup plu au sens où ils sont tous différents, ils ont tous leur tournure psychologique et dans la façon dont ils vont grandir, on sent cette évolution. C'est pas du tout des personnages qui vont rester les mêmes de la petite enfance, de l'enfance jusqu'à le jeune adulte quoi. En gros, c'est vraiment des personnalités qui vont évoluer en fonction des conflits, en fonction de comment elles vont se modeler les unes par rapport aux autres. Mon appréciation des différents personnages par contre a beaucoup évolué entre le début où j'avais mes petites préférences et en fait ça a assez vite switché vers d'autres, mais voilà, j'ai trouvé que la construction des personnages était vraiment top. Les personnages secondaires finalement qu'on voit assez peu, qui n'ont pas leur voix, en tout cas je pense au roi Aldemar par exemple ou à son frère Kaldamir ou au suivant de ces derniers. Je les ai appréciés aussi, je trouve qu'ils sont très intéressants dans cette histoire. Par rapport à ce que disait Mélo sur la carte, je suis déçue qu'il n'y en ait pas parce que c'est très compliqué pour moi. Alors pourtant je suis quelqu'un qui est très très visuel, donc d'habitude j'ai pas trop de mal à me situer quand on me dit oui voilà on va au nord, au truc, à l'est, on prend tant de temps. Là il y a quand même une notion à 2-3 reprises d'aller... pas se promener, hein, mais ils doivent relier un point A à un point B et puis ça prend tant de temps et puis ils vont traverser tant de difficultés. Je pense qu'une carte était effectivement nécessaire et je pense qu'elle est vraiment pas dure à justifier quand on sait que là on lit vraiment des annales en fait, un recueil avec dedans des extraits de lettres et de courriers. Je vois pas comment il peut ne pas y avoir de cartes, sachant quand même que effectivement dès le tome 1 il y a plusieurs cartes qui sont étudiées, des cartes du 2000 août, des cartes des terres de l'Est, des cartes juste des plans du château, etc. Donc il y en a beaucoup des ressources graphiques. Ce qui est d'ailleurs pas étonnant parce que c'est souvent plus facile de faire des croquis que d'écrire des textes. Donc même si t'es pas très lettré, tu dessines 2-3 trucs, voilà quoi. Puis il y a des bardes qui ont une grosse transmission orale qui peuvent aussi, à mon avis, transmettre des cartes. Donc voilà, ça pour moi c'est la petite déception. Alors peut-être que ça se justifie, peut-être que c'est fait exprès, je verrai ça dans la suite, hein, je sais pas, peut-être qu'à la fin du tome 4 on se rend compte qu'en fait c'était essentiel qu'il n'y ait pas de carte parce que ça aurait spoilé je ne sais quoi. Mais pour moi, petite déception, un aussi bel univers de fantasy aurait mérité sa carte. Je reviens encore sur les personnages. Il est vrai que c'est très agréable de voir leur évolution, une évolution aussi bien montrée, aussi bien pensée. Moi j'ai adoré, alors certes il y a un personnage qui est assez exécrable en termes de sa gestion des relations avec les autres, mais alors je sais pas trop si ça se dessine un tout petit peu dans le tome 1 ou pas du tout. Par la suite j'ai aimé découvrir par contre sa vision du peuple, sa vision plutôt politique qui est elle pour le coup un petit peu mieux que sa vision de ses relations sociales. Après, je sais pas trop ce que ça va devenir par la suite parce qu'elle a des bonnes idées, elle a quelques visions, quelques principes là-dessus. Ça peut virer dans un autre sens complètement, hein. Je ne veux pas trop m'avancer non plus. Mais du coup j'ai trouvé ça très intéressant, ça apporte quelque chose de différent par rapport aux autres sagas de fantasy qui restent très classiques, très dans le médiéval, dans les rapports de force très, très classiques aussi. Ouais, là c'est sûr que je vois de quel personnage tu parles et on est sur une vision politique, même dans le tome 1, qu'on sent beaucoup plus, j'ai envie de dire socialiste, hein, quelque chose de beaucoup plus tourné vers le peuple, vers une notion d'égalité. Pourquoi nous on serait supérieur à eux, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas droit à ci et ça, on est les souverains, on doit les protéger. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de soutenir son peuple et de s'y intéresser.
Maintenant, dans le tome 1, c'est encore des jeunes filles et elles font beaucoup de bourdes politiquement, c'est-à-dire que c'est beau d'avoir de très belles idées, mais encore faut-il réfléchir à comment on les met en place pour ne pas faire peur, pour que le paraître, parce que finalement c'est ça, hein, qu'est-ce qui est beaucoup traité dans ce livre, c'est quel est le paraître des souverains vis-à-vis du peuple. Voilà, il y a un rang à tenir pour qu'ils leur fassent confiance. Voilà, il y a beaucoup de notions de ça. Et c'est vrai que on n'est pas encore tellement. Alors il y en a un petit peu, mais dans les complots entre baronnies. Mais c'est pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur des grosses luttes armées où ça se tape beaucoup sur la tronche. Ça, c'est une autre partie. C'est contre le grand empire de l'Est. Là, pour l'instant. En interne, c'est beaucoup de, ouais, c'est beaucoup plus d'échanges politiques, des lettres, des menaces, des informations échangées, des petits secrets, et ça, c'est quand même très chouette. Oui, et d'ailleurs, en parlant de guerre et de bataille, et pour avoir lu un peu plus loin, pareil, c'est pas tout à fait classique, on n'est pas sur des bains de sang, il y aura peut-être quelques échanges de coups, mais on est sur une dynamique très différente. Et voilà, c'est rafraîchissant parce que moi je suis pas une grosse aficionados des sagas de fantasy médiévale. Hein. Et pour ce qui est du peuple, j'ai trouvé aussi assez intéressant qu'on ne soit pas dans une opposition complète de les nobles, la royauté, les suivants et le peuple. Le peuple est très attaché à ses rois, reines, princesses, et aux suivantes également, aux suivantes et aux suivants, voilà. Et ils sont très attachés au respect des règles, mais de du coup cette ligne de succession entre du coup les princes, princesses et les suivantes. Même si parfois il y a quelques petites incartades qui peuvent passer dans le choix des suivants et des suivantes, et aussi par exemple dans ce nommage des enfants. À la fois, il y a des règles, ça paraît très carré, puis parfois il y a quelques petites exceptions qui peuvent venir se glisser et ça passe, et parfois ça passe, mais à condition que... voilà, j'ai trouvé ça un petit peu marrant. Cette espèce d'ambiguïté et de contradiction. Alors, restons sur le peuple. Moi, il y a un truc qui est pour moi le bémol dans cette histoire, et je sais qu'on en a pas mal discuté avec Mélo, mais j'ai pas vraiment réussi à adhérer à son point de vue. Pour moi, y a une problématique au sens où il n'y a pas de distinction, et c'est pareil d'ailleurs entre les personnages principaux qui ont la parole. Hein. Il n'y a pas de distinction dans la forme du langage employé entre les personnages. Donc que ce soit entre les 4 personnages qu'on suit, même si elles ont un caractère très différent, il y en a qui sont un peu plus directs, mais globalement, on sent la différence de caractère dans leur introspection plus que dans leur prise de parole. Et c'est aussi le cas avec les personnes du peuple qu'on va rencontrer. L'autrice insiste beaucoup sur le fait qu'ils sont complètement analphabètes, qu'ils ne savent pas écrire, qu'ils ont créé du coup leur propre langage qui est vraiment spécifique selon leur métier. Hein. Il y en a, ils mettent des petits bâtons, il y en a, ils font des petits dessins et tout pour échanger les uns avec les autres parce qu'ils ne connaissent pas les lettres et ils ne savent pas lire la langue du demi-loup. Mais par contre, ils parlent tous de la même manière. Et très très bien. Je veux dire, c'est pas un langage qui est... on n'a pas une notion de peut-être d'accent selon les régions, on n'a pas une notion de vocabulaire un peu différent, de mots qui passent à la trappe. Et donc pour moi, ça c'est quelque chose qui a manqué, parce que je sais qu'on le souligne souvent quand il y a cette distinction. Par exemple, dans Capitale du Nord, on sent excessivement cette distinction selon la différence d'éducation. On le sent tout de suite. D'ailleurs, c'était un élément clé hein, dans la comparaison qu'on vous en avait fait. C'est quelque chose qu'on souligne, et là je tiens à souligner que c'est pas le cas, et à mon sens c'est un manque. Et c'est dommage. Alors on fait pas une mauvaise saga de fantasy ou quoi que ce soit, ça enlève rien à tout ce qu'on a dit auparavant, mais ça aurait été un super bonus, et je trouve que ça manque. Alors pour le coup, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que on ne suit pas du tout, et d'ailleurs on n'a pas du tout leur point de vue, on a juste un point de vue général en tant que peuple vite fait, mais on n'a pas de point de vue de gens vraiment sur l'échelle sociale très très bas. On ne suit pas ce genre, on ne suit pas de personnages issus de ce milieu, et le seul personnage qui s'en rapproche le plus, il a quand même grandi, été élevé, il est entouré par des gens qui ont un minimum d'éducation entre guillemets, parce que même les nobles n'ont pas forcément beaucoup d'éducation à part les suivantes et les princesses.
je pense que le décalage n'est pas si grand que ça. En plus, c'est un personnage assez intelligent qui a quand même, qui même s'il est analphabète, a su créer avec son entourage un code à lui pour s'exprimer, pour se donner des informations et retenir des informations. Il y a quand même une forme d'éducation et surtout il y a un environnement qui, je pense, peut jouer. Ce genre de différence de langage est presque abordé à un moment donné avec Krasu, mais je pense que tu l'as pas encore rencontré. Si. Par contre, par la suite, on passe direct de il n'est pas éduqué à il est éduqué et il parle très très bien. Par la suite, j'entends parler dans le tome 3. Peut-être que dans le tome 2, on voit un petit peu cette évolution, mais c'est sûr que c'est pas très marqué. Mais du coup, je pense qu'elle en a conscience quand même, l'autrice, et elle y a peut-être réfléchi, et c'est peut-être un choix de sa part de pas... En fait, ce qui m'embête, c'est vraiment qu'elle appuie énormément, ça revient extrêmement souvent que les gens sont analphabètes et qu'ils ne sont pas éduqués. Ça revient beaucoup. Mais à côté de ça, moi je te parle même pas d'éducation et du fait qu'ils sachent lire et qu'ils l'apprennent à lire et qu'ils l'apprennent à parler. Je te parle de vraiment ce niveau de langage qui est le même pour tout le monde, partout. Et tu vois, oui, effectivement, je vois de quel personnage tu parles, mais on croise des personnages, il y a des dialogues, alors ils sont brefs et on va pas s'apesantir sur des lignes et des lignes de dialogue, mais je veux dire, on rencontre quand même du coup les cuisiniers, les couturiers, ils vont dans des bars, dans des pubs, ils échangent, alors à chaque fois c'est que 2-3 lignes, mais je pense que ça aurait mérité quand même ce petit élément de langage. J'ai dû le voir passer sur un personnage une fois qui est un soldat soudard, etc. Mais voilà, pour moi, ça aurait pu être, quitte à insister autant sur l'analphabétisme, le niveau de langage et l'éducation, autant pousser un petit peu plus loin en impliquant une petite distinction au niveau du niveau de langage, tout simplement. Voilà. Et même, elle aurait pu le faire. Comme les nobles ne sont pas éduqués, elle aurait pu le faire à l'intérieur même de la noblesse, entre ceux qui ont vraiment une super élocution et une super éloquence, et d'autres qui parlent moins bien, qui sont un peu plus rustres, qui utilisent des vocabulaires ou des tournures de phrases un peu moins élaborées, quoi. Voilà, moi, je demandais juste une distinction, quelque part. Et là, je trouve que c'est un peu flat, quoi. Moi, je justifie ça par le fait que, principalement, les informations sont échangées oralement, que le savoir est oral et il n'y a pas forcément besoin de savoir lire ou écrire pour parler correctement. Et donc je pense que ça peut être justifiable par ça. Donc on peut très bien avoir des nobles analphabètes qui parlent très très bien et du coup des serviteurs qui ont évolué parmi des nobles toute leur vie qui du coup savent aussi très bien parler vu que tout passe par l'oral. Et moi ça me choque pas. En tout cas pour l'instant je trouve ça justifiable. Ouais, du coup, c'est là pour le coup, je suis pas d'accord. Enfin, c'est vraiment ce point de vue-là que moi, j'arrive pas à rencontrer. À mon sens, pour bien savoir parler, il faut bien savoir lire et écrire. Enfin, il y a une forme de causalité entre les deux qui lie. Enfin, voilà. Après, c'est pas forcément basé sur des recherches sourcées ou quoi que ce soit, donc je vais pas m'engager dans cette discussion-là. Mais à mon sens, il y a vraiment un lien. Mais ça après c'est des réflexions sociologiques qu'on n'est pas amené à faire là en comparaison, donc c'est pas le sujet. Pour moi c'est un manque par rapport au reste, et notamment quand je compare avec d'autres excellentes sagas de fantasy française où là la distinction est faite. Voilà. Un petit point sur le rythme. Comme on l'a dit au tout début, c'est quand même un roman qui couvre une période assez longue. En tout cas, je parle du premier tome. Puisqu'on va couvrir de la naissance des princesses à leurs 17-18 ans. C'est des chroniques, des choses qui sont racontées, et c'est vrai qu'il y a des grosses ellipses parfois, enfin heureusement, parce que sur 18 ans de bouquin, c'est un peu obligé quand même. Globalement, j'ai pas eu l'impression de passer à côté d'informations importantes au niveau politique. Je regrette toutefois parfois qu'il n'y ait pas eu peut-être un peu plus d'approfondissement de certaines périodes, de certains échanges. Je trouve que tout se resserre un petit peu au retour du prince Aldemort qui était parti pendant son enfance à lui,
Quand il revient, c'est vers, allez, ça doit être le dernier tiers du roman. La période, enfin c'est pas que la période s'allonge, mais en tout cas on a plus de détails et plus de choses qui se passent sur cette période-là, donc il y a plus de choses qui sont racontées. Et donc en fait toute la partie début d'adolescence des princesses passe assez vite, elle est racontée assez vite, alors qu'en fait en termes de construction psychologique c'est là qu'il se passe énormément de choses pour elles. Et je pense que tout n'est pas raconté parce que tout n'a pas d'intérêt. On comprend bien les frictions entre les cousines, les princesses, les suivantes, etc. qui forgent leur caractère. Ça, on l'a bien. Mais je sais pas, il y avait ce petit côté peut-être presque de déséquilibre, j'ai envie de dire, entre la partie très rapide qui passe sur leur adolescence et du coup là, on prend un peu plus le temps sur la fin, quoi. Bon, c'est pas une critique parce que je l'ai pas vu passer. Peut-être que j'ai trouvé le début un peu lent. J'avais peut-être du mal aussi à comprendre où est-ce qu'on voulait aller parce que c'est vrai que je me suis pas renseignée particulièrement sur l'histoire, sur ce qui allait se passer ou quoi, donc je me suis laissée complètement porter. Et au début, j'étais en mode alors attends. Déjà, j'ai essayé de me dépatouiller avec les personnages. Calvina, Catel, alors attends, qu'est-ce qu'elles font là? Qui est qui? Et du coup, ça m'a. Je dirais que la mise en route, rentrer dans le récit, ça m'a pris un peu plus de temps, même si j'ai été complètement séduite dès le début par la plume, qui est pas non plus incroyablement poétique. Ça m'a pas fait le même effet que La vie est un long voyage de Claire Duvivier, mais il y a quand même ce côté presque doux. Je sais pas, il y avait un truc dans cette plume ou dans les premiers chapitres là qui m'a happé, quoi. Voilà. Oui, par rapport à d'autres sagas de fantasy, on rentre extrêmement bien, extrêmement vite, même si c'est sûr qu'il faut d'abord s'adapter à un minimum, donc un minimum de temps pour ça. C'est ce qui me faisait peur en fait, parce que j'étais là en mode bon bah ok, on me dit que c'est une très bonne saga de fantasy médiévale. Je suis en mode ah mais j'ai l'habitude quand je lis que c'est assez long, c'est compliqué. Enfin il faut s'accrocher un petit peu et ça n'a pas été ça du tout, donc vraiment très très chouette. J'aime beaucoup cette nouvelle touche dans le domaine de la fantasy qui est apportée par Chloé Chevalier. Pour ce qui est du rythme. En effet, mais ça c'est par goût personnel, par affect personnel je pense, j'aurais aimé certaines parties un peu plus étendues, avoir certaines choses, les voir plutôt que juste les voir énoncées vite fait en mode voilà il s'était passé ça, je vous dis ça pour le contexte parce que je vais vous raconter tout ça et ça a une importance. Pour ce qui est du tome 2, je vous en parle vite fait là, puisque je sais pas trop si on fera des comparaisons du coup de la suite. Le rythme est un petit peu différent parce que c'est beaucoup plus centré sur certaines choses qui ont été éludées dans le tome 1. C'est une partie qui me plaît un petit peu moins, même si j'ai vraiment beaucoup aimé la révélation de certains mystères, de certains un peu... c'était pas des secrets, mais voilà, juste ça n'avait pas été raconté dans le tome 1. Et en plus de ça, dans la suite, du coup, on ne suit plus... je sais pas comment dire... On ne suit plus exclusivement les suivantes, mais voilà, il y a Aldemort qui a aussi sa voix. Dans le tome 3, il y en a un autre qui aura aussi sa voix. Peut-être même d'autres, je ne sais pas, parce que je n'en suis encore qu'au tout début. Voilà, en attendant, ça reste quand même très très intéressant, j'avais quand même envie de lire la suite. Mais j'ai trouvé une légère différence de rythme, une légère différence d'alternance des périodes et des récits, des écrits, etc. Ce qui est certain, c'est que on est sur de la très belle littérature SFFF francophone. Pour nous, Chloé Chevalier, c'est une découverte, mais je sais qu'elle a écrit d'autres récits, de la SF aussi. Alors, je suis pas sûre d'y aller, mais peut-être que Mélo, t'en avais déjà lu, non? Alors, j'avais lu une de ses nouvelles dans un récit de nouvelles en mode solarpunk, qui n'est pas vraiment du solarpunk, dans la même maison d'édition, donc c'est-à-dire Les Moutons Électriques, il me semble, c'est ça. J'ai pas été transcendée. Alors, c'était quelque chose de très original, hein, très atypique. Moi, ça m'a pas tant parlé que ça. Après, ça fait partie d'une des meilleures nouvelles du recueil de nouvelles, parce que j'ai pas adhéré à beaucoup de nouvelles dans celui-ci. Mais il y a des choses que j'ai pas trop saisies. La plume était particulière aussi, assez remarquable.
Mais voilà, sans plus. Bon, en tout cas, moi je suis vraiment qu'au tout début de cette saga parce que bon, voilà, j'ai lu le tome 1 sur 4, plus je crois qu'il y a, je sais plus s'il y a 1 ou 2 recueils de nouvelles, à chaque fois je me fais avoir. Et écoutez, j'en suis ravie et j'ai très hâte de me plonger dans la suite de ce beau bébé. Oui, et moi d'ailleurs en parlant de SF, il me semble, elle a écrit Les Essaims, il me semble, et je pense que je me laisserai tenter quand j'aurai fini la saga. Bon bah en tout cas je pense que vous aurez compris qu'on a beaucoup aimé. Est-ce que c'est un coup de cœur pour moi? Je sais pas, rétrospectivement je sais pas. À la lecture du tome 1 je pensais que oui parce que j'ai enchaîné direct sur le tome 2. Après je sais pas si ça restera extrêmement longtemps dans ma mémoire autrement que sous forme de c'est une très très bonne saga de fantasy. Je pense que je déciderai à la fin du tome 4, voir la conclusion, où ça nous a mené, l'ensemble et tout. Mais en tout cas je ne peux que vous conseiller de le lire. Je pense que pour moi le tome 1 est un coup de cœur parce que j'ai repensé encore très longtemps, même là maintenant ça me travaille un petit peu et ça m'arrive de repenser à ces personnages, il y a une forme de cliffhanger à la fin du tome 1, même si bon, on va pas aller chercher très loin la solution je pense, mais il y a cette petite, ce petit truc qui est jeté là avec des personnages. Enfin moi j'aime beaucoup la relation toxique qu'il y a entre le roi et la reine. Enfin franchement cette relation elle est tellement bien écrite, c'est horrible à lire et à vivre, mais je la trouve excellente. Donc oui, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, j'ai très hâte de lire la suite, mais bon voilà, j'ai d'autres choses à lire avant, et j'espère pouvoir rencontrer Chloé Chevalier sur un salon prochainement, pour pouvoir échanger un peu avec elle sur ses personnages, sur la suite, et voilà. Voilà, sur ce, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonne lecture.